Le 10h midi, Sud Radio Média. Allez, nous allons en cuisine sur Sud Radio ce matin pour notre émission sur les médias de 10h à 10h45 avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Voire 48. Voire 48. Non, on va essayer d'être à l'heure. On va essayer d'être à l'heure. Quoique là, ça vaut le coup. Bah oui. Notre invité aujourd'hui est Paul Perret. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Merci. Chef, vous êtes le chef de Top Chef qui reprend ce soir ses droits sur M6. Nous en sommes à quelle saison, Paul Perret? La saison 16. 16. Ils vont pas me laisser parler. Ah pardon, allez-y. Mais ça, je savais, j'avais la réponse. C'est la saison 16 et c'est ma 6e saison. Et on peut dire que Top Chef a beaucoup évolué dans les 6 dernières saisons. Avec une nouveauté cette année. Allons-y. Avec une nouveauté, oui. avec des nouveautés cette année. Mais il y a surtout quelque chose qui est cette alliance très particulière entre Top Chef et Michelin, qui est quand même quelque chose de très marquant et de très intéressant. Vous vous souvenez de votre première étoile? Alors, je ne peux pas m'en souvenir pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu une première étoile. Je suis directement allé à 2 puis à 3 l'année d'après. C'est un truc un peu spécial, c'est quand on ouvre une ville, quand Michelin ouvre une ville et quand ils ont ouvert Shanghai, d'accord, en fait, ils positionnent les restaurants en fonction de leur valeur immédiate et absolue, ce qui n'existe pas quand en fait on est dans une ville et qu'on ouvre un restaurant, on doit passer toutes les étapes 1, 2, 3. Donc voilà. Et alors, vous avez souvenir de la deuxième étoile? J'ai un souvenir surtout de la 3e, parce que c'était l'année d'après et que la 2e, j'étais fâché comme un pou. Je me suis barré de la séance Michelin fâché. Juste pour comprendre, le gagnant de ce Top Chef 16e édition bénéficiera d'une étoile directe, c'est ça l'idée? Pas nécessairement, et je sais que tout le monde fait un gros focus là-dessus. Ouais. Et alors, très honnêtement, ce qui est très intéressant, c'est de voir cette équipe des inspecteurs qui, pour la première fois, va parler de façon publique. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde, et très honnêtement, et sans faire de la flatterie inutile, il dissèque tous les plats avec une très grande modernité. Ça aurait pu être mon doute, d'ailleurs, quand on a mis tout ça en place. Et c'est très intéressant à regarder. Les candidats vont être jugés sur leur régularité. Ils vont être jugés plus que n'importe quel chef, quelque part, qui n'a pas forcément accès à 4 inspecteurs, 8 fois dans la saison. Ouais. Donc après, évaluer ce potentiel d'avoir une étoile au guide Michelin, je pense que c'est très possible. La donnée, ce sera en fonction finalement de ce restaurant qu'on a mis en place, qui est un restaurant presque éphémère, et ça pourrait être cette concrétisation. Mais ça n'est pas une obligation. Allez, on en parle ce soir. Regardez sur première émission. 21h05. On a le temps, on en parle juste après le zapping des médias. Avec vous, comme tous les matins, Gilles Gansman. Qu'est-ce que vous nous réservez là pour commencer? J'ai prévu, j'ai mon petit menu, et vous allez voir, j'ai un petit peu de nourriture en dessert pour Paul Perret. Sud Radio Média, l'instant zapping. Mais on va démarrer par le plat principal. C'est le nouveau fait divers qui enflamme les médias, mais aussi les discussions dans les bars et en famille. Mais qui a bien pu tuer le petit Émile? Tout le monde a son regard, tout le monde a son avis. Il faut dire que dans toutes les rédactions, dès l'annonce de la mise en examen des grands-parents, les choses se sont accélérées. Reportage hier dans le 20h de France 2. C'est ici, dans leur résidence principale de la banlieue marseillaise, que les gendarmes sont venus interpeller la famille d'Émile. Les grands-parents, un de leurs fils et une fille, tous deux majeurs, ont été placés en garde à vue. Une première depuis la disparition de l'enfant. Après une journée d'interrogatoire, le grand-père, cet homme de 59 ans, père de 10 enfants, est resté campé sur ses positions. Il affirme ne pas être impliqué dans la mort ni dans la disparition de son petit-fils. Son avocate, qui l'assiste en garde à vue, appelle à la prudence. La garde à vue, c'est pas une décision de culpabilité, c'est même pas une décision de mise en examen. On peut aussi imaginer, et je reprends une expression du procureur de la République, qu'on ferme des portes ou des fenêtres. Toute la matinée, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile des grands-parents, saisi un véhicule et une remorque. Les gendarmes du groupe Cyber ont emporté téléphone et ordinateur. Depuis quelques mois, la famille avait discrètement été placée sur écoute. Ces conversations téléphoniques sont l'un des éléments qui ont poussé les enquêteurs à procéder ce matin aux interpellations.
Et oui, Maxime Trouleau de la rédaction de Sud Radio qui est très vigilant. Attention, j'ai dit mise en examen, c'est garde à vue. C'est absolument pas la même chose. Oui. Merci Maxime. Paul Perret, vous qui vivez une grande partie de l'année à Shanghai, il y a un tel engouement là-bas aussi pour ce qu'on appelle les faits divers. Enfin, ce mot est un peu raccourci, cette expression est raccourcie, c'est la mort d'un enfant. C'est un phénomène mondial. Je pense que c'est un phénomène mondial, finalement. Les faits divers, ça nourrit la curiosité des gens. C'est partout pareil. Partout pareil. Alors, entre Depardieu et Émile, il y a une aubaine pour Nicolas Sarkozy. Vous avez vu son procès, il passe en catimini grâce à ces deux événements. Alors, qui dit lancement Top Chef dit la tournée des popotes pour la promotion de Top Chef. La preuve, on fait partie d'une des popotes. Après Quotidien, c'était au tour de C'est à vous. Alors, hier, ils ont reçu vos comparses, Philippe Etchebest et Glenn Vielle. Et vous allez voir que Elisabeth Lemoine leur a posé quelques questions. Je vais juste après vous cuisiner, vous vous en doutez bien, écoutez l'extrait. Glenn, si vous deviez préparer un plat pour Teddy Riner, vous qui rêviez d'être judoka. 3 kilos de pâtes. Philippe, un plat pour Antoine Dupont. Un cassoulet. Ah ouais, avant le match, bien le plomber. Après, il y a pour être moins efficace, parce que c'est le meilleur joueur du monde. François Bayrou, Glenn Vielle. 3 kilos de pâtes. Philippe et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, une blanquette de veau. Pourquoi Et pourquoi une banquette de veau, c'est français, c'est voilà, c'est une poule lui qui est fan d'Henri IV, c'est à ça que j'aurais pensé moi. Préféré des Français, la banquette de veau. Bah vous y coupez pas, Et pour moi, Emmanuel Macron, vous feriez quoi? Un cassoulet, 3 kilos de pâtes et une blanquette de veau. Et la blanquette. La totale. La totale. Vous aimeriez travailler à l'Élysée? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est la liberté que l'on a de faire la cuisine que l'on veut faire dans un restaurant. Je parle d'un restaurant dit gastronomique, un restaurant personnel. Et donc, le travail sur commande, quelque part où l'ajustement n'est pas ma qualité première. Vous avez envie de créer, en fait? Oui, créer, mais ça n'empêcherait pas nécessairement de créer, mais c'est quand même, c'est pas tout à fait la même démarche, on va dire. Et pour Xi Jinping, vous feriez quoi? Je serais très heureux de l'avoir eu à Ultraviolet. Je ne l'ai pas eu. C'est presque inaccessible, Xi Jinping. Je sais que quand il arrive à Shanghai, tout Shanghai, ça se ferme à droite, à gauche. C'est absolument incroyable. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est un fin gourmet? Vous savez ou pas? Je n'en sais rien, je ne m'attendais pas à cette question, sinon je l'aurais préparé. Mais j'imagine... Mais il faut aller ailleurs pour avoir des questions banales, vous savez. Tout le monde, quand on dit fin gourmet, est-ce que tout le monde n'aime pas manger? Tout le monde n'a pas des souvenirs magnifiques de nourriture? Quel plat chinois on ne pourrait pas faire en France? Quel est un plat spécifique à la Chine? Il y a beaucoup de plats chinois que l'on ne pourrait pas faire, en tout cas qu'on ne voit pas forcément en France. Et je dirais que la grande qualité de la cuisine chinoise est très très vaste. La cuisine chinoise, c'est pas un monobloc. Il y a beaucoup de régionalisme, beaucoup de choses très différentes. De ce qu'on connaît en général, c'est plus la cantonaise. Et la grande qualité de la cuisine chinoise, c'est le travail sur les peaux de canard, les peaux de pigeons, les peaux les extérieurs de peaux de cochon. Cette capacité à les rendre croustillantes. Ça c'est une grande qualité de la cuisine chinoise. Au démarrage de Top Chef, il y avait plusieurs chefs qui s'étaient occupés. Il y avait eu plusieurs émissions spéciales sur M6 sur la malbouffe dans nos cantines. Vous savez que Jean-François, on mange mal dans nos cantines françaises. Alors la ville de Anschut, dans le Nord-Pas-de-Calais, a eu une idée aussi, c'est d'ouvrir la cantine aux personnes âgées pour qu'ils puissent manger avec les enfants, qu'il y ait une relation intergénérationnelle. Alors, afin de rompre l'isolement de nos aînés. Et puis, l'avantage, c'est qu'à 7 ans ou à 70 ans, on a à peu près le même nombre de dents. Donc, on peut faire aux deux de la purée jambon. À la cantine aujourd'hui, on sert les petits comme les plus grands. Une ou deux tranches, vous voulez? On peut mettre 2, bon. Ça marche. Chaque lundi, Jean-Christophe, retraité, vient déjeuner en compagnie de ses nouveaux camarades. Un temps d'échange pour oublier la solitude. Ben, j'ai encore jamais été à la cantine de ma vie, à part à l'armée. Ça fait la 5e fois que je viens et je suis content. T'es content que tu es de retour à l'école ou tu aimes mieux les vacances? Les deux. Le lundi, je suis tout seul, donc ça me change les idées. Et puis pour être un petit peu avec les jeunes, ça fait du bien. Et puis pour voir un petit peu comment ils sont les jeunes actuellement. Il faut que nous on se mette un petit peu à la page aussi.
C'est une belle idée, hein, Jean-François. Oui, et puis c'est compliqué la bouffe collective. Hein. Ouais. Toujours. Mais on peut manger bien aussi dans des cantines. Hein. Ça dépend ce qu'on y met dedans, en fait, les ingrédients. On peut manger bien, mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à se plaindre des cantines. C'est partout pareil. Ouais. Et moi, j'ai des souvenirs de cantines qui n'étaient pas exceptionnels. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Je me souviens des mardis, on avait une espèce de risotto. J'ai encore le goût de ce risotto dans la bouche. Et c'était un truc, je ne voulais pas. Et c'était tous les mardis. Moi, c'était le salsifis. Moi, c'est le betterave rouge. Moi, c'est les betteraves rouges. Chacun son truc. Chacun ouais. Je vous donnerai l'adresse pour cette cantine pour les personnes âgées qui mangent avec des jeunes, si vous voulez. Oui, d'accord. Manger avec des jeunes. J'irai demain matin, oui. Et ça serait pas sympa, j'ai bien fait de venir. Ce serait pas mal de faire un restaurant gastro pour les kids. Ça n'existe pas, un restaurant gastro pour les enfants? Non, c'est vrai que peut-être ça n'existe pas. Et que les parents les récupèrent plus tard. Ouais, mais ce serait sûrement intéressant à faire. C'est pas mal comme concept. Et de la même façon de faire une cantine un peu ouverte, ça serait intéressant. Il y a plein de choses qui sont intéressantes en fait. Alors dans Top Chef, vous savez, on réinvente les classiques. C'est même plusieurs épreuves. On demande de réinventer parfois la daube ou autre. Alors moi, je vous emmène à Toulouse, une ville qu'on aime bien, Sud Radio, au Pays d'Oc, où un chef a réinventé le hot dog. Et Jean-François, le hot dog est devenu un hot dog, comme Occitanie. Et il a fait un hot dog en version cassoulet, vous allez voir. Je vous présente le hot dog, qui est en fait la version snacking du cassoulet, notre plat emblématique occitan. Je vais vous faire voir la recette. Le canard, le porc et évidemment le haricot. On les a transformés pour arriver à un petit sandwich que le monde entier nous envie. Dans le fond du sandwich, c'est le confit d'oignon, donc qui a été sauté, coloré. On a rajouté un petit peu de sucre, caramélisé et déglacé avec un petit peu de vinaigre. On va rajouter l'élément essentiel, en l'occurrence la saucisse, et pas n'importe quelle saucisse. Elle est réalisée à Toulouse, mais c'est pas la saucisse de Toulouse, c'est une saucisse de Coine, donc qui est enrichie en Coine de porc et qui va donner de la souplesse à cette saucisse. Ça vous donne envie ? L'idée du cassoulet me donne envie. Non, mais alors d'abord, quand on n'a pas de visuel, la nourriture c'est toujours difficile comme ça. Après la saucisse de Coine, il y a des réalités dans ce qu'il dit, dans les origines du cassoulet. Et c'est un des plats justement qui est peut-être, quand je prends comme exemple un plat très difficile à réinterpréter, c'est le cassoulet. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très difficile de sortir de cette espèce de très belle tradition qui définit le cassoulet dans sa cassole, d'accord, avec ces espèces de croûtes que l'on va former. Il y a des histoires de 7 croûtes, c'est-à-dire qu'on le met au four comme ça, on le laisse un petit peu sécher. Il y a toutes les parties qui remontent et qui se coagulent et qui forment cette croûte du cassoulet. C'est ça un vrai cassoulet, cette espèce de confit dans lequel toutes les choses cuisent ensemble, donc c'est pas facile à réinterpréter en fait. Que des tubes, Jean-François. J'ai faim. C'est vrai. C'est terrible. Si je vous dis, je ne sais pas, pour que tu m'aimes encore, ce n'est pas une déclaration. Les derniers seront les premiers. Prière païenne, que des tubes de Céline Dion dans un même album. Cet album s'appelle 2 de Céline Dion, qui fête ses 30 ans ce vendredi. Il est sorti le 28 mars 95. Vous imaginez, il y a 30 ans. Et puis il y avait aussi un célèbre tube dedans, J'irai où tu iras. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Allez, Céline Dion sur Sud Radio. Est-ce que vous avez fait à manger à Céline Dion ? Non. Oh. Mais on va faire le tour de tous les gens. Mais non, c'était l'occasion de poser la question. Il est 10h17. Nous revenons dans un instant avec le chef Paul Perret après quelques réclames. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est Sud Radio Média. L'invité du jour. Allez, l'invité du jour, c'est Paul Perret, le chef qui fait partie du jury de Top Chef 16e saison qui démarre ce soir sur M6. Gilles Gansman prend déjà la parole. Ben oui, excusez-moi, mais infernal. En fait, au-delà du jury, c'est qu'ils ont des équipes, en fait. Oui. Ils ont chacun ce qu'on appelle une brigade, et donc c'est plutôt chef de brigade. Après, ils jugent certains plats, mais c'est surtout où ils ont chef de brigade. Comment vous les choisissez d'ailleurs vos cuisiniers de la chef de brigade? Qu'est-ce que quand vous les sélectionnez, qu'est-ce que vous allez chercher chez un chef? Alors c'est jamais facile parce qu'en fait ça se joue assez rapidement sur une émission. Il y a des signes qui ne trompent pas par rapport à ce qu'on aime, et on a tendance quand même à aimer tous un petit peu les mêmes choses aussi.
la façon de travailler en fait, la rapidité avec laquelle ils travaillent, la propreté avec laquelle ils travaillent, l'organisation, la gestuelle qu'ils ont. Alors quelquefois on peut se tromper parce qu'on a justement sur Top Chef, et c'est ce qui fait la richesse de Top Chef, on a des candidats qui n'ont pas de formation classique, qui travaillent de façon très différente, mais qui ont un véritable niveau d'inspiration qu'on va découvrir par la suite. Donc il faut avoir idéalement, il faut pas lâcher, avoir un très bon technicien dans l'équipe et avoir un électron libre. Ça, c'est l'idéal. Mais après, comme quand on choisit le même, ce qui arrive souvent, on se retrouve à faire un duel en face du candidat. C'est toujours embêtant. Top Chef, hein, c'est 21h05 ce soir sur M6. Bande-annonce extrait. Moi, j'étais le gamin qui regardait du coin de l'œil Top Chef. J'ai vraiment cette obsession de te dire un jour, tu seras dedans, quoi. Je marche au plaisir de faire plaisir. Je le veux, quoi. Je le veux dans mon équipe. Mon chef 3 étoiles, c'est Mado, ma grand-mère. C'est pas mon goût. T'es relou, toi. Je suis venu ici pour me challenger. Tu dis ça? Tu penses que tu vas me battre ou que tu peux me battre? Les deux. Tu préfères gagner quand même. C'est ça, allez. C'est magique. C'est un ovni, ce mec. Les gars, vous êtes chaud ou pas? T'es sûr de toi là? Je suis sûr. T'es sûr? Moi, je suis sûr. Je veux vraiment leur montrer c'est quoi ma vision, c'est quoi mes idées. Top Chef, nouvelle saison, mercredi à 21h10 sur M6. Paul Perret, j'ai envie de vous poser la question, on vous la pose tout le temps. Pourquoi est-ce que cette émission fait autant rêver? Quels sont les ingrédients du succès de Top Chef, au fond? Je crois que c'est d'avoir quelque part rendu comme ça la cuisine intéressante au point où elle peut l'être, et de voir un petit peu ce qu'est la réalité du métier de cuisinier de façon un petit peu compressée, hein. Mais je sais pas, cette valeur un peu travail, je trouve toujours, on revient un peu toujours sur les mêmes arguments, mais que la grande qualité de l'émission, c'est cette espèce de valeur du travail, de l'artisanat, de la passion qu'on peut y mettre, de l'implication que les candidats y mettent. Et voilà, je pense que les gens sont toujours prêts à s'embarquer quand on voit des gens qui sont passionnés. Qui a gagné? Alors, je peux vous le dire, c'est moi cette année. Mais voilà, c'est vous qui gagnez. Bien sûr qu'on ne sait pas qui a gagné. Ah oui, non, c'est ma question. Chaque année, je pose au chef qui a gagné. Et la réponse est toujours la même. Hein. Non, vous savez qu'une fois, je me suis fait avoir par Philippe Etchebest. Ah. Oui, parce que une fois que le micro a été fermé, je lui dis j'aime bien un tel. Alors, on était déjà avancé dans l'aventure et il m'a dit c'est un tel qui gagne. Et c'était pas la personne. Aïe. C'est terrible ce qu'il a fait. C'était pas la vraie réponse. Non, c'était pas la vraie réponse. Et donc moi j'étais tellement fier de connaître le gagnant. Donc je regardais l'émission et au bout d'une émission, je l'ai vu éliminé. Je me suis dit c'est pas bien ce que t'as fait. C'est pas bien. Il est pas sympa. Il est comme ça. Non, il est pas sympa. En 15 ans, les établissements de 27 anciens candidats de Top Chef ont été étoilés. 27 candidats, vous imaginez, ont été étoilés par le guide Michelin. 24 d'entre eux ont reçu une étoile et 3 ont décroché 2 étoiles. C'est aussi ça, la magie, puisque Jean-François demandait, j'ai failli vous appeler Valérie, Jean-François demandait la recette, c'est aussi ça qui fait rêver, c'est-à-dire que une fois que vous êtes dans Top Chef, si vous avez du talent et si vous avez un savoir-faire, vous pouvez lancer votre affaire et devenir un chef qui compte. Ouais, on n'est pas obligé de passer par Top Chef pour lancer son affaire et devenir un chef qui compte, c'est vrai, mais comme on le dit, c'est quand même un gros accélérateur de carrière par le projecteur tout d'un coup qu'on met sur ces candidats. D'ailleurs, des fois, c'est à double tranchant le projecteur. Et en tout cas, ce qui est révélateur, c'est que là, il y a cette espèce d'alliance avec Michelin qui est intéressante et tout le monde parle de cette étoile hypothétique, mais comme quoi beaucoup des candidats en sortie de Top Chef par la valeur qu'ils ont, finalement, ont remporté cette étoile de façon tout à fait logique. Ça fait un peu controverse quand même, hein, au passage. Vous savez, ce sera toujours une controverse, surtout quand on s'adresse un petit peu à la profession qui de suite lève les boucliers par rapport à la façon traditionnelle d'obtenir une étoile, ce que je peux comprendre, mais ça me semble pas complètement incongru, cette histoire d'étoile. Et encore une fois, la chose qui a été la plus intéressante, c'était cette association, cette alliance entre 2 grandes marques finalement, une qui est séculaire et l'autre qui est un petit peu plus récente, mais qui défendent un petit peu les mêmes valeurs et qui essaie de mettre en lumière la gastronomie. Mais vous avez vu récemment un grand chef a perdu une de ses étoiles. Ça va lui faire bizarre ce soir de voir des candidats qui peuvent avoir l'étoile juste parce que
pas juste que, mais parce qu'ils sont dans une émission et qu'il y a un énorme partenariat avec Michelin. Il faut dire qu'ils sont très présents dans l'émission pour l'avoir vu. À un moment, on voit les personnes du guide Michelin qui goûtent, qui expliquent les repas. On voit comment se passe et ce qui se passe dans leur tête pour donner une étoile. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce partenariat-là. Mais quand vous êtes un grand chef et que vous perdez une étoile et que vous dites là, les petits jeunes vont avoir une étoile, ça doit faire bizarre aux grands chefs. Je crois que c'est pas forcément très lié. Après, quand on parle de certains grands chefs qui perdent une étoile, il y a quelque chose qui est dommage, que j'ai toujours un petit peu déploré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'au bout de 20 années de 3 étoiles, pour parler de ces grands chefs-là, qui ont fini par perdre une étoile, on devrait quelque part les positionner dans une espèce de conservatoire du patrimoine français. On ne peut pas ad vitam aeternam quelque part conserver 3 étoiles, ce qui est le niveau maximum. Une sorte d'académie des grands chefs. Des espèces d'académie, parce que c'est toujours blessant de perdre une étoile par défaut, parce qu'en fait, on est obligé presque de cultiver un style pour lesquels on les a eu, ces 3 étoiles, et par nature, on devient un petit peu conservateur. Est-ce qu'il y a des statistiques sur l'émission? C'est une question idiote sans doute, mais est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les hommes regardent autant que les femmes? C'est les rois des statistiques. Est-ce que les jeunes ont un engouement particulier pour l'émission? Non, je confirme que c'est une question idiote. Les journalistes posent des questions, parfois... Non, mais je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des statistiques. Je pense qu'il y a des statistiques. Oui. Ça, c'est vraiment la prod qui surveille ça de très très près. Alors nous, on nous parle souvent des résultats des les ménagères là. Je sais pas si on dit encore ménagères d'ailleurs. Je me méfie de ce qu'on dit, mais je sais qu'on a une comme ça. C'est très important pour la prod. L'émission plaît universellement, voilà, hommes et femmes, on peut le dire ça. Ouais, je pense. Ouais. Oui, et puis pour répondre à votre question, les analystes de M6 sont parmi les plus pointus. Ils ont vraiment un gros service d'études. Et ce qui revient dans les études, c'est le replay aussi. C'est-à-dire que de plus en plus de gens regardent l'émission en replay pour pouvoir faire les recettes. C'est-à-dire qu'ils font des pauses et ils font des recettes. Et puis souvent, le gagnant sort des livres ou autres. Je parlais de tout à l'heure, ça m'est sorti de la tête, mais c'est Georges Blanc quand même, qui a perdu une étoile. Donc j'imagine qu'il ne regardera pas l'émission de la même façon. Je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que Monsieur Georges Blanc, c'était un très grand cuisinier. Je crois qu'il a 47 ans, 3 étoiles, un truc de absolument incroyable. Donc, je pense qu'on peut lui rendre un très grand hommage. Et je pense qu'il est au-dessus presque de tout ça. C'est dur d'enlever une étoile à Georges Blanc. C'est sûrement blessant. Et je veux pas parler en son nom. Et il sait que tous les cuisiniers l'ont suivi, l'ont admiré. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous avez regardé les Je l'ai eu à ultraviolet, Georges Blanc, puisque vous me demandez pas, et qu'on était sur ce film, j'ai eu Monsieur Georges Blanc à ultraviolet. À table. Oui. Ça doit être dur de recevoir des chefs quand on est chef. Ah non, c'est même ce qu'il y a de... en tout cas, avec ultraviolet, c'est ce qu'on aime, parce qu'on a vraiment un public qui est notre public presque favori. On aime bien échanger là-dessus. Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous avez regardé ces inspecteurs étudier les plats des candidats? Alors c'est la précision des dissections des plats, parce qu'en fait c'est presque un ping-pong. On peut dire que il y avait 4 inspecteurs anonymes, on les a pas vus, mais qui ont disséqué chaque plat. Et en fait, dans le ping-pong, entre l'échange qu'ils ont eu, je pense que rien n'est passé. La modernité du plat, le côté organique du plat, l'originalité, tout un tas comme ça de notions qui sont peut-être un petit peu difficiles pour les néophytes à saisir. Je pense qu'on les comprend bien dans l'analyse qu'ils font. C'est très honnêtement très intéressant. Il y avait un vrai dispositif pour pas aller voir? Il y a un dispositif à la Top Chef, c'est-à-dire qu'il y a des miroirs sans teint, il y a des lumières très spéciales, on ne les voit pas, on voit leurs mains, on voit l'assiette, tout est dans l'éclairage. C'est un peu une spécialité quand même de la maison, d'arriver à faire comme ça des espèces de productions très spéciales. Allez, oui. Non, Gilles Gansman. Je crois que vous aviez lancé la pub. Je vous ai coupé, je lance la pub. Gilles Gansman, c'est intarissable. 10h30 sur Sud Radio. Nous revenons dans un instant avec Paul Perret pour le retour de Top Chef. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Le supplément média. Les médias, la suite sur Sud Radio avec Paul Perret pour le retour de Top Chef sur M6 et Gilles Gansman. Nous faisons, grâce à vous, un détour par Shanghai. Et oui, parce que évidemment, c'est Top Chef qui vous a donné une vraie notoriété. Je vous emmène en avril 2013.
Et là, il y a dans le 20h de France 2 la découverte d'un grand chef. Vous savez que d'habitude, vous qui connaissez bien l'info, il y a un reportage classique sur un chef qui fonctionne à Shanghai. Et puis là, on voit les cuisines, on voit le personnel. Enfin voilà, 3 minutes 30 et on rentre à la maison. Et ben là, pas du tout. Là, pour ce restaurant-là, ils ont fait le traitement qu'on fait quand il y a une grande info, c'est-à-dire un stand-up, un échange entre l'animateur et le journaliste. Je sais pas si vous avez entendu ce stand-up. C'était à l'époque, l'époque de, j'ai pas mis son prénom, mais de Chalvon, Alain de Chalvon, qui était venu dans votre restaurant. C'était à quelques jours où vous avez été ouvert à l'ouverture de ce restaurant, et il était en dialogue avec Laurent Delahousse, et il a fait un stand-up comme on fait lors d'une émission politique ou autre. Et écoutez ce qu'il faut faire, on se projette dans cette archive de 2013, c'est assez étonnant. On part maintenant pour la Chine retrouver notre correspondant Alain de Chalvron. Ce soir, vous allez nous présenter un Français exilé à Shanghai. Son métier, cuisinier, mais aussi quelque peu, aventurier, car son restaurant que vous avez visité est une véritable expérience. Il s'appelle Paul Perret. Oui, aventurier catalan, je dirais. Très catalan même. Il est très attaché à sa ville de Perpignan où il est né, bien qu'il ait sévi sur 3 continents, de Miami à Sydney, en passant par Shanghai où il est installé maintenant donc depuis 5 ou 6 ans. Il aurait pu se contenter de son restaurant, classé comme un des 100 meilleurs du monde. Mais voilà, Paul Perret est un perfectionniste, et je dirais même perfectionniste dans le perfectionnisme. Pendant 15 ans, il s'est demandé jour et nuit, mais comment arriver à une cuisine parfaite? Il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait réunir 4 conditions. 1, être maître de l'offre, c'est le cuisinier qui doit proposer les plats. Être maître du temps, il doit savoir exactement quand un plat doit être servi. Il doit concocter un menu équilibré dans les goûts et les saveurs. Et enfin, il doit mettre le consommateur en condition. Ça n'a pas changé? Alors, je vous sens ému. Non, mais c'est marrant parce que j'ai écouté ce reportage que j'avais un petit peu oublié. C'est 1 an pratiquement après l'ouverture d'Ultraviolet, et je me souviens de cette visite où c'était assez marrant d'ailleurs parce que quand on est dans la salle d'Ultraviolet, on est entouré comme ça avec éventuellement des projections. C'est la mise un petit peu en perspective du plat, c'est-à-dire qu'on taille sur mesure l'atmosphère par rapport au plat que l'on sert à Ultraviolet. Il y a seulement 10 personnes qui s'assiedent, c'est une table pour 10 personnes tous les soirs, et on sert une vingtaine de plats qui sont entourés finalement d'une atmosphère qui dirige un petit peu le plat, ce qui est toujours intéressant. Entouré d'écrans pour nos auditeurs. Et je l'oppose au parasitage en fait de quelque chose qui n'a rien à voir avec son assiette, ni le son. Alors là tout est dédié à l'assiette. Voilà, c'est très mauvaise définition d'Ultraviolet, ça se définit pas mieux que ça, surtout à la radio, c'est pas facile. Donc non, c'est assez rigolo de réentendre cette définition. Et cette aventure s'arrête? Et cette aventure s'arrête, elle s'arrêtera samedi. Je fais mon voyage vendredi, je rentre, dernière table à Ultraviolet, et toutes les belles choses ont une fin, et c'est comme ça que je le vois. Mais je n'enterre pas mon chien, ne prenez pas cette voie, désolé, je pense que c'était le moment de le faire, je l'ai choisi en âme et conscience, et voilà, ça se fait comme ça. Pourquoi ? Alors pourquoi? Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. On est sorti avec la Chine de 3 années de confinement qui nous ont quand même... Ça a été terrible, hein. Ouais, ça a coûté beaucoup à beaucoup de gens, et nous, ça nous a coûté aussi pas mal d'argent finalement. Ultraviolet, et commercialement, c'est même pas le sujet. On est toujours complet puisqu'il y a que 10 couverts finalement. Il y a des complets très longtemps à l'avance. Donc c'est viable commercialement, et ça nous a rapporté peut-être aussi beaucoup d'autres aventures, d'autres opportunités commerciales. Mais je pense qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas la force de réinvestir comme il faut. C'est une grosse machine, hein, vous savez, il y a 1000 mètres carrés dédiés à 10 couverts. Vous imaginez ce que ça peut donner avec une machinerie, etc., etc. Et surtout 30 personnes pour servir 10 couverts, ce qui est un record absolu, dans lequel voilà le tempo de ce qu'on envoie est très important. Donc j'ai jamais voulu le faire, ne serait-ce même pas à moitié, mais ne serait-ce qu'un peu moins bien, et donc j'ai décidé de l'arrêter. Mais alors, puisqu'il y a tous les écrans, il faut expliquer qu'il y a des projections, des écrans qui vous emmènent dans un univers à chaque fois qu'un plat est apporté.
Pourquoi, puisque le dispositif existe, vous ne l'emmenez pas à Paris, vous faites Ultraviolet Paris? Ah, ce serait pas forcément facile. Vous imaginez 30 salariés à Paris? C'est un sujet d'actu. Ça ne serait pas nécessairement facile. Vous savez que l'origine, j'aurais dû le faire à Paris. J'aurais dû le faire en lieu et place de ce qui était Baccarat, aujourd'hui place des États-Unis. Crystal Room, c'était une des premières opportunités en 2002, si je me trompe pas trop, que je n'ai pas faite. J'ai failli le faire à Miami, j'ai failli le faire de façon très très proche à Paris. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à Ultraviolet, on a un très beau lustre comme ça au-dessus des toilettes qui nous a été donné par cette fameuse maison. Il y a trop de charges en France pour les chefs et les restaurants? Ah ben, il y a trop. Enfin, dans tous les pays, il y a des conditions qui sont un petit peu différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, c'est pas forcément facile d'installer un restaurant qui peut fonctionner de façon commerciale. Ça fait partie de mes hésitations parce que j'adore la France. Pour venir m'installer, tous les gens pensent que j'arrête Ultraviolet, que je vais m'installer en France. Non, parce que d'abord, j'habite toujours à Shanghai. J'ai d'autres restaurants encore à Shanghai. On va voir ce qu'on fait, mais on va peut-être passer en troisième phase de ma carrière sur quelque chose, un développement un peu plus. Voilà, j'aime pas dire le terme commercial, c'est pas la bonne définition parce que tout m'intéresse. Moi, je peux passer 3 mois à m'occuper d'un sandwich au jambon et je vais avec passion en plus. Donc on verra ce qu'on fait. Paul Perret, vous évoquiez les années terribles du Covid. Le confinement était très dur en Chine, à Shanghai particulièrement. Il y a eu ce tournant Covid, tout le monde s'est mis, souvenez-vous, à faire de la cuisine. D'ailleurs, c'était aussi un booster pour Top Chef. Vous pensez que c'est back to normal? On est revenu à la normale 5 ans après? Ah, je ne sais pas si on est revenu à la normale, une forme de normalité, mais il y a quand même des séquelles, si on peut le dire comme ça. Il y a sûrement des choses d'ailleurs positives, notamment le fait que les gens se sont remis à cuisiner. Ouais. Ça, c'est quelque chose formidable, de positif. C'est quelque une évasion à l'époque. Hein. C'est vrai. Et je crois qu'on a quelque part jamais aussi bien mangé quelque part qu'à cette époque-là. Moi, on parle du confinement très dur à Shanghai notamment. Bon, la Chine a été fermée pendant 3 ans et demi, donc ça a été quelque chose de pas facile. On a perdu beaucoup d'expatriés, beaucoup de businessmen qui venaient, donc c'est quelque chose qui a beaucoup affecté éventuellement la restauration et pas mal d'autres entreprises. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé comme ça bloqué, mais complètement pendant 3 mois et demi. Quand je disais pas le confinement à la française, c'est-à-dire qu'on pouvait pas sortir le chien. Si on avait un chien, on le gardait à la maison et chier dans la salle de séjour. J'aurais pas dû dire ça, on est à la radio, je m'oublie. Nous sommes restés sans voix. Oui. C'est curieux, c'est rare. Est-ce que, donc désormais, vous êtes à l'intérieur de l'hôtel Le Crillon, vous avez une petite bicoque pour cuisiner parisienne. Est-ce que vous avez emmené des anciens candidats de Top Chef et est-ce que vous restez en relation avec vos anciens candidats? Alors j'ai un restaurant qui est un grill à l'hôtel de Crillon, je sais pas tout l'hôtel de Crillon, mais qu'on adore. C'est quelque chose d'un peu consensuel. Voilà, une cuisine ordinaire faite avec quand même beaucoup d'attention. La double définition. J'ai des équivalences à Shanghai. Pollux, Mr. Mrs. Bun, c'est un petit peu dans la même obédience. C'est pas des restaurants dits gastronomiques, c'est pas Ultraviolet. Mais j'ai pas nécessairement recruté des candidats de Top Chef, mais je garde des très bonnes relations. J'ai eu notamment Adrien Cachot qui était là il y a une semaine sur la table d'Ultraviolet, que j'aime beaucoup parce que d'abord c'était ma première saison, qui est un personnage unique, et j'étais très heureux de le recevoir à Ultraviolet samedi dernier. J'ai eu une très belle table. Le hasard a fait que ce matin, vous savez quoi? J'ai reçu un communiqué de presse, Jean-François, de Panzani. Alors, vous dites quel rapport entre Top Chef et Panzani? Oui, il faut ça sur votre... oui, l'ancien gagnant, Hugo Riboulet, signe 2 recettes pour Panzani avec leur nouvelle gamme premium. Ils ont inventé des pâtes. Est-ce que on vous a proposé des collaborations comme ça? Puis c'est aussi ça, les chefs de Top Chef sont très courtisés par la publicité. Bravo à Panzani d'avoir pris le gagnant de Top Chef de l'année dernière. Mais est-ce que on vous a proposé des choses originales? Oui. Alors, je vous écoute. Non. Non. Ah, vous voulez pas en parler? Non. Paul. Vous en aurez une originale dans les semaines qui viennent. Voilà. Ah, vous allez lancer une marque? Non. Donc, alors, des produits Paul Perret? Non plus. Ah bon, alors quoi? Vous avez compris que je ne parlerai que sous la torture. Mais bon. Mais est-ce que par exemple, c'est une collab qui est assez marrante, mais évidemment qui est un petit lever de bouclier de la profession. Mais comme toujours, j'y suis habitué. Ni la collab, ni le gagnant de l'émission. Derrière ça, et c'est une question après, une question importante. Est-ce que avec les gros industriels qui sont critiqués par rapport à la nourriture, un chef peut se mettre son nom sur des produits industriels?
Je dis oui, et encore une fois, c'est ce que je dis, tollé quelque part des fois de la profession, mais encore une fois, on ne peut pas critiquer systématiquement l'industrie agroalimentaire, les supermarchés, etc. Parce que il faut quand même cuisiner aussi pour la masse. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès, avec des vraies volontés de faire des progrès, et on a des choses qui sont de mieux en mieux, parce qu'il y a une espèce de comme ça d'écoute d'un côté et de l'autre. Il faut que toute la chaîne finalement fonctionne. Donc, moi, je ne jette rien à la poubelle. Je suis en général assez ouvert. Ce soir, vous allez regarder où ? Oui, justement, c'était la deuxième question idiote de l'émission. Est-ce que quand on a enregistré, est-ce qu'on regarde l'émission, la première devant sa télé ? Ça existe, ça ? Alors, ce soir, on mange tous chez Hélène, qui nous invite chaque année dans cette espèce de repas de finale. Et puis, il se trouve qu'on va regarder chez Hélène Darroze, et on va regarder tous ensemble la première de Top Chef ce soir. Bah, on va tous regarder ça. Hein. Ah bah oui. Moi, je l'ai déjà vu. Elle va nous faire de belles macaronades. Bon. Je vous donne un seul prénom, Quentin. Quentin. Ah oui, ça c'est votre pronostic. Non, de regarder déjà Quentin, vous allez voir. On va regarder Quentin, on va penser à vous, on va passer aussi à Valérie Expert qui va nous revenir. Qui aime bien manger, Valérie. Ah. Et qui est une gourmet. Ah non, mais on a le droit d'être gourmet. Merci Paul Perret d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio, les médias, et rendez-vous ce soir, donc c'est 21h05 sur M6 pour la 16e. Voilà, pour la 16e de Top Chef. Et demain, je ne sais pas si ça sera vous, mais en tout cas demain, émission très forte, puisque complément d'enquête de France 2 a annoncé une enquête sur le PSG et ses financements. Et donc demain, on recevra la personne qui a enquêté sur le PSG. Et c'était très fort aussi avec Paul Perret. Bien sûr. Pour parler de la cuisine, moi ça me va, moi. Oui, allez, mais il ne veut pas nous dire ses finances avec 10h, oui, mais on n'en sera pas plus, même pas en coulisses. 10h46 sur Sud Radio. Dans un instant, je vous retrouve pour les débats. Mettez-vous d'accord, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien.